Nous allons maintenant avoir un concept qu'on avait vu en translation qui s'appelait la quantité de mouvement, mais on va l'appliquer maintenant à la rotation. On vous dit, le moment cinétique, c'est de la quantité de mouvement de rotation. En translation, la quantité de mouvement avait été définie comme suit. On avait le vecteur P qui était égal à la masse fois la vitesse de notre objet. C'était des vecteurs, et plus un objet avait une grande masse, une grande inertie, plus il avait une grande quantité de mouvement, et aussi plus il avait une grande vitesse, plus il avait une grande quantité de mouvement. L'équivalent de la quantité de mouvement associée à la rotation, on va appeler ça le moment cinétique, et ça va être représenté par la lettre L. L'équivalent de la masse, qui était une mesure de l'inertie d'un objet en translation, en rotation, c'est le moment d'inertie, I. Et l'équivalent de la vitesse appliquée à un système en rotation, eh bien, c'est la vitesse angulaire, oméga. Donc, on va pouvoir dire que la quantité de mouvement de rotation, c'est-à-dire le moment cinétique, est égale à I oméga. Je vous fais remarquer que je n'ai pas mis de vecteur sur les lettres. C'est tout simplement que ça va être l'équivalent si on était dans un mouvement à une dimension. Pourquoi? Parce que c'est juste le signe de la vitesse qui va nous dire si le moment cinétique est positif ou négatif. Si on a une vitesse qui tourne dans un sens donné, on va dire que le moment cinétique va être positif. S'il tourne dans l'autre sens, on va dire qu'il est négatif. Comme on est dans l'équivalent d'une seule dimension, je n'ai pas mis les vecteurs dessus. Mais si on travaillait avec des rotations là, dans tous les axes, il faudrait mettre le symbole vecteur, mais dans le cadre du cours, on ne verra pas ces concepts-là. On va avoir un principe de conservation du moment cinétique, tout comme on avait un principe de conservation de la quantité de mouvement. En translation, on disait que la quantité de mouvement d'un système de particules est conservée en l'absence de force extérieure. Quand on n'avait pas de force extérieure, la quantité de mouvement d'une particule ou d'un système de particules était conservée. Pour les corps solides en rotation, le moment cinétique total va être conservé en l'absence non pas de force extérieure, mais bien de moments de force extérieure. Pourquoi? Parce que c'est les moments de force qui vont mettre en rotation les objets. Donc, si on n'a pas de moment de force extérieure, on va avoir une conservation du moment cinétique total. Par contre, il va pouvoir y avoir des moments de force associés entre deux objets qui vont être en rotation. Si ça demeure des moments de force internes, à ce moment-là, on va pouvoir dire que le moment cinétique total est conservé. Donc, je peux dire à ce moment-là que le moment cinétique qui est égal à I oméga va être égal à une constante, bien sûr en l'absence de moment de force extérieure. Si on est en présence que d'un seul objet, on va pouvoir dire que le moment d'inertie initiale fois la vitesse angulaire initiale va être égal au moment d'inertie finale fois la vitesse angulaire finale. Et là, il y a une conclusion super importante à partir de cette équation-là. Si un corps change son moment d'inertie par lui-même, il changera automatiquement sa vitesse de rotation. C'était dur de changer la quantité de mouvement d'un objet quand j'avais qu'un seul objet en ligne droite. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que je change sa masse pour être capable de changer sa quantité de mouvement. Là, ça deviendrait deux objets. Mais en rotation, il est possible de changer le moment d'inertie d'un objet tout simplement qu'en changeant la forme de l'objet. Donc, par exemple, en regardant cette équation-là, on pourrait arriver à la conclusion que si j'étais capable de réduire mon moment d'inertie, eh bien, la vitesse angulaire va se mettre à augmenter. Parce que si un des deux paramètres descend, il va falloir que l'autre monte et vice-versa pour que ça reste constant. Et c'est le principe qui est utilisé, entre autres, par les patineuses artistiques. Donc, quand une patineuse artistique commence son mouvement de rotation, elle va écarter les bras et les jambes le plus loin possible de l'axe de rotation, de telle sorte à avoir un moment d'inertie qui va être important. Ça fait tourner moins vite. Et quand elle va rapprocher ses bras de son corps, et sa jambe aussi, et ses jambes vont se coller, à ce moment-là, on va avoir le moment d'inertie le plus petit possible. Si le moment d'inertie est à son plus bas, la vitesse de rotation va se mettre à augmenter en flèche et on la voit tourner très très rapidement sur elle-même. Pour ralentir à nouveau son mouvement, elle va écarter les bras et une jambe le plus loin possible de son corps pour la ralentir à nouveau. Lorsqu'il y a plusieurs corps en rotation, le moment cinétique total va être la somme des moments cinétiques de chacun des corps qui est impliqué.
On va dire à ce moment-là que L majuscule, le moment cinétique total, va être égal à L1 plus L2. Encore une fois, en l'absence d'un moment de force extérieur, le moment cinétique total sera conservé. Donc, je vais pouvoir dire que le moment cinétique total initial va être égal au moment cinétique total final. Ça revient à l'équation suivante, qui est I1 initial oméga 1 initial plus I2 initial oméga 2 initial va être égal à I1 final oméga 1 final plus I2 final fois oméga 2 final. Ça ressemble énormément à l'équation qu'on avait pour la conservation de la quantité de mouvement en une dimension, quand j'avais M1U1 plus M2U2 égale M1V1 plus M2V2. C'est exactement le même genre d'équation qu'on a ici pour la conservation du moment cinétique.